À Lyon, un matin de janvier, le ciel a la couleur du béton. Gris, compact, sans promesse particulière. Au dernier étage d'un immeuble de verre du quartier Pardieu, Marc Lenoir referme brutalement la porte de la salle de réunion. « Je ne gère pas une aire de jeu », lance-t-il. Ses associés échangent un regard, mi-amusé, mi-résigné. « Marc, ce sont juste 2 jours d'événements pour les familles. » Tente l'un d'eux. 2 jours où il y aura des ballons, des cris, des trottinettes partout et des confettis dans les claviers, réplique Marc. On a autre chose à faire que ramasser des peluches dans l'open space. Il attrape sa tasse de café, jette un coup d'œil aux slides encore projetés. Semaine de la famille. Ouverture de l'entreprise aux collaborateurs et à leurs enfants. Il grimace. J'ai dit que j'étais prêt à mettre en place un télétravail plus souple, un congé parental mieux rémunéré. Très bien. Mais transformer nos locaux en crèche géante? Non. Je déteste les enfants. Le silence tombe une seconde. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais il le dit souvent, comme un réflexe, comme une carapace. Tes collaborateurs, eux en ont, rappelle sa directrice financière. Et ils aimeraient qu'on leur montre que l'entreprise sait que leur gosse existe. On bosse dans l'événementiel. Marc, organiser 2 journées kid-friendly ne va pas nous tuer. Il ferme les yeux, respire par le nez. Lenoir Event, c'est lui. 42 ans, PDG d'une boîte qui s'est imposée dans le monde des conférences, des salons, des festivals d'entreprise. Tous les grands groupes de la région Rhône-Alpes connaissent son nom. On l'appelle brillant, exigeant, visionnaire. Personne n'ajoute chaleureux. Il aime que les choses soient ordonnées, contrôlables, prévisibles. Tout ce que les enfants ne sont pas. On en reparle plus tard, tranche-t-il. J'ai un autre dossier à voir. Il quitte la salle sans laisser place au débat. Il pourrait raconter qu'il n'a jamais voulu d'enfant, qu'ils le mettent mal à l'aise, qu'il ne sait pas quoi leur dire. Il ne raconte jamais pourquoi. Pourquoi, à 15 ans, il a promis à son petit frère qu'il surveillerait bien avant de traverser. Pourquoi, à 8 ans, ce petit frère lui a échappé en courant. Pourquoi, ensuite, il y a eu les phares, les cris, la sirène. Pourquoi, depuis, il associe s'occuper d'un enfant à risquer de le perdre. Il ne raconte plus non plus les phrases lâchées par son père, à l'hôpital. Tu n'avais qu'une chose à faire, une seule, et tu n'as pas été capable. Alors il a décidé qu'il ne serait plus jamais responsable d'un enfant, ni comme père, ni comme oncle, ni comme rien. Qu'il se consacrerait aux adultes, au travail, aux chiffres. C'est plus simple, avec eux. De l'autre côté de la ville, dans le quartier de la Guillotière, quelqu'un essaie justement de faire entrer des confettis, des ballons et des rires, dans un vieux local un peu défraîchi. Camille Martin se tient au milieu de ce chaos joyeux, un nœud de ruban coincé entre les dents, un pistolet à colle dans une main. Zoé, pas sur l'échelle. Mais je regarde. Justement, tu regardes d'en bas. Zoé, 6 ans, cheveux bouclés enfermés dans 2 couettes rebelles, tire la langue, puis descend. Je t'aide à coller, tu peux me passer les gommettes. Déjà. Le local sent la peinture fraîche et le gâteau au chocolat. Sur la vitrine, une nouvelle enseigne est à moitié accrochée. Les petits explorateurs, café, ateliers enfants. Camille recule de 2 pas, plisse les yeux. Elle a travaillé des mois pour ça. Éducatrice de jeunes enfants de formation, longtemps animatrice dans des centres de loisirs, elle a décidé de se lancer, ouvrir un café-atelier pour les familles du quartier. Un endroit où les parents peuvent boire un café pendant que les enfants jouent, créent, lisent, participent à des ateliers. Un endroit simple, chaleureux, sans prétention. Pas un concept marketing, juste un lieu vivant. « Tu crois que ça va marcher ?» demande Zoé, en mâchouillant un bout de ruban, que Camille retire aussitôt de sa bouche. « On va tout faire pour », répond-elle. Elle ne lui dit pas combien de nuits blanches elle a passé à boucler son business plan, à convaincre la banque. Elle ne lui dit pas qu'elle a tout mis dedans. Ses économies, une bonne partie du prêt d'installation, des heures et des heures de démarches administratives. Elle ne lui dit pas que le propriétaire de l'immeuble lui a annoncé, à peine 3 mois après la signature du bail, que le bâtiment allait peu.
être revendu à une grande entreprise. Mais ne vous inquiétez pas, mademoiselle Martin, avait-il ajouté. En général, ces gens-là aiment bien garder un commerce au rez-de-chaussée, ça fait vivant, pas de quoi la rassurer. Elle a besoin de stabilité. Pour elle, pour Zoé. Depuis que le père de la petite est parti vivre sa vie d'artiste à Berlin, avec des promesses de visite jamais tenues, elle s'est juré une chose, ne plus laisser quelqu'un d'autre décider du toit au-dessus de la tête de sa fille. Zoé pose une gommette de travers sur le mur. « Il est beau, notre café, dit-elle. Tu crois que les enfants, ils vont venir ? Bien sûr qu'ils vont venir. Camille lui ébouriffe les cheveux. Tu es notre meilleure ambassadrice. C'est quoi, ambassadrice ? C'est quelqu'un qui parle du café à tout le monde. Je le fais déjà. Zoé gonfle la poitrine. À l'école, j'ai dit à maîtresse, vous pourrez venir boire un café quand vous êtes fatigué des enfants. Camille éclate de rire. Et elle a répondu quoi ? Elle a dit qu'elle en avait bien besoin. Elles restent un moment à contempler l'enseigne à moitié posée. On finit ? Demande Zoé. On finit, confirme Camille. Elles ne savent pas encore que ce petit café coloré va devenir le centre d'un conflit entre une mère et un PDG qui déteste les enfants, et le théâtre d'une rencontre qui va changer leur vie. Une semaine plus tard, Marc est assis dans son bureau, vue panoramique sur les toits de Lyon, quand son assistante frappe. « Marc ? Oui ? Le propriétaire de l'immeuble de la rue Sébastien Griffe est là. Faites entrer. » Il range rapidement quelques dossiers. L'immeuble de la rue Sébastien Griffe, c'est l'un des prochains gros coups de Lenoir Event. Un bâtiment ancien, avec du cachet, idéal pour y créer un showroom événementiel. Un lieu modulable pour des lancements de produits, des pop-up stores, des soirées de marque. Ils sont en bonne voie pour le racheter. Le propriétaire, un certain monsieur Perrin, entre avec son éternel imperméable beige. Alors, monsieur Lenoir, on avance ? On avance, confirme Marc. Il parle prix, délai, travaux. Il y a juste un point, mentionne Perrine en feuilletant son dossier. Le rez-de-chaussée est occupé depuis peu par un commerce. Oui, j'ai vu, répond Marc. Un truc pour enfants. Il retient une grimace. Les petits explorateurs. Voilà, un café avec des ateliers. Perrin hausse les épaules. Ils paient leur loyer en temps et en heure, pour l'instant. Le bail est de 3 ans. Marc réfléchit. On peut toujours faire avec, au début. Un commerce au rez-de-chaussée, ça fait vivant, comme vous dites. On verra plus tard si on a besoin de récupérer l'espace. Tu te dis que d'ici 3 ans, ça aura peu. Être coulé tout seul, lui glisse une petite voix cynique dans la tête. Il ne la contredit pas. De toute façon, ajoute Perrin, ce sera à vous de voir avec eux, une fois la vente signée. Moi, je ne veux pas de problème. Marc, lui, déteste les problèmes. Surtout quand il crie, court partout et renverse des jus de fruits sur les tapis. On fera en sorte que tout se passe bien, assure-t-il. Quelques jours plus tard, il décide d'aller voir les lieux. Il aime toucher ce qu'il achète, sentir l'ambiance, vérifier ses intuitions. La rue est animée, pleine de petits commerces, de vélos attachés aux poteaux, de poussettes. L'immeuble a du charme. Pierres apparentes, grandes fenêtres, volets un peu fatigués. Au rez-de-chaussée, l'enseigne fraîchement posée. Les petits explorateurs, cafés, ateliers enfants. À l'intérieur, il aperçoit des couleurs, des tables basses, des tapis et des enfants. Beaucoup trop d'enfants. Il soupire. Allez, c'est juste pour jeter un œil, se dit-il. Il pousse la porte, une petite clochette teinte. Le bruit l'assaille d'un coup. Rire, petite voix qui se superpose, bruit de jouets. Il se crispe. Bonjour. La voix vient du comptoir. Camille relève la tête, un torchon à la main, une tache de peinture sur la joue. Elle ne le connaît pas, mais repère tout de suite le type. Manteau bien coupé, chaussures de ville, montre discrètement chère au poignet. « Je peux vous aider ?» Il jette un coup d'œil autour, comme si les murs allaient lui répondre à la place. Un enfant le percute dans le genou. « Oh, pardon, monsieur. » Zoé. Elle lève vers lui 2 grands yeux curieux.
Tu restes jouer? Non, répond-il un peu trop vite. Je ne reste pas jouer. Camille intervient. Zoé, tu fais attention, s'il te plaît. C'est pas grave, marmonne Marc, en frottant son pantalon. Je regardais juste les lieux. Vous êtes du quartier? Non. Il hésite un instant. Il n'a pas spécialement envie d'annoncer « Je suis en train de racheter l'immeuble. Je travaille pour une société qui s'intéresse à ce bâtiment. » Les yeux de Camille se plissent. Intéressé comment? Il aurait pu enrober, parler de valorisation du patrimoine. Mais il est fatigué, et les enfants qui crient, agachant ses nerfs. On envisage un rachat, répond-il, pour un projet professionnel. Elle pose son torchon. Et nous, on devient quoi dans cette histoire? Je ne sais pas encore, dit-il honnêtement. Le bail continuera peu, être pas. Enfin, ça dépendra du projet final. Du projet de qui? Du nôtre, évidemment, répond-il sans réfléchir. Les joues de Camille se colorent. Évidemment. Et vos projets à nous, on en fait quoi? Il la fixe, un peu surpris par son ton. Écoutez, madame. Mademoiselle, corrige-t-elle. Mademoiselle Martin. Mademoiselle Martin, alors, quand on investit dans un bâtiment, on ne peut pas toujours prendre en compte tous les détails. Ce n'est pas un détail, répliquait-elle. C'est mon gagne-pain. C'est le lieu où les enfants du quartier viennent se poser après l'école. Ce n'est pas mon problème, glisse une petite voix en lui. Pendant des années, il a appris à compartimenter les émotions d'un côté, les décisions de l'autre. Je comprends que ce soit important pour vous. Lâche-t-il tout de même. Mais je ne peux rien vous promettre pour l'instant. C'est pratique, commente-t-il. Pour vous. Zoé les regarde, perplexe. Maman, c'est qui le monsieur? Quelqu'un qui veut être acheté la maison du café, répond Camille sans quitter Marc des yeux. Ça veut dire qu'on devra partir? Demande Zoé, déjà inquiète. Camille avale difficilement. On n'en est pas là, souffle-t-elle. Pas encore. Marc sent quelque chose se serrer en lui. Il n'aime pas qu'on le regarde, comme s'il venait confisquer des jouets. Ce n'est pas décidé, répétait-il. De toute façon, on a un bail, ajoute Camille. 3 ans. On vient à peine d'ouvrir. Je ne laisserai pas qu'on nous vire comme ça pour faire un énième espace branché pour des gens qui ont déjà 1000 endroits où aller. Sa voix tremble de colère. Vous ne savez rien de mon projet, répond-il, vexé. Vous ne savez même pas qui je suis. Si, intervient Zoé, très sérieuse. Vous êtes le monsieur qui ne veut pas jouer. Elle lui lance ça comme un verdict, et ça le touche plus que les reproches de sa mère. Je n'aime pas les enfants, lâchetait-il, comme pour se protéger. Ça ne veut pas dire que je suis un monstre. Un silence stupéfait s'abat. Il regrette aussitôt ces mots. Camille le fixe, incrédule. Vous dites ça dans un lieu qui s'appelle « Les Petits Explorateurs » et qui est rempli d'enfants, relève-t-elle. Vous avez réfléchi 2 secondes avant de parler, ou pas? Il inspire profondément. Je crois qu'on a commencé du mauvais pied, concède-t-il. C'est le moins qu'on puisse dire. Je repasserai, conclut-il, quand j'aurai des informations plus claires. Faites donc ça, répond-elle, glaciale. Mais prévenez avant, on cachera les enfants, ça vous évitera une crise d'urticaire. Zoé pouffe de rire. Il hésite entre répondre et fuir. Il choisit la fuite. Dehors, l'air froid lui fait du bien. Je déteste les enfants, se répète-t-il. Pourtant, l'image de la petite aux couettes, qui lui demande s'il va les faire partir, s'accroche à lui toute la journée. Les semaines passent. Le dossier de rachat avance. Les avocats consultent les baux. Les architectes esquissent des plans. À chaque réunion, le téléphone de Marc vibre avec des notifications « Immeuble rue Sébastien Griffe ». Il essaie de garder ça dans la colonne « Travail ». Mais l'ombre des petits explorateurs plane, malgré lui. Un soir de mars, la pluie a décidé de passer à la vitesse supérieure. Des cordes, des torrents sur les trottoirs. Marc sort tard du bureau, l'esprit saturé par des budgets. Sa voiture est garée un peu plus loin que d'habitude. Les places devant l'immeuble étaient prises le matin. Il presse le pas, fronce les sourcils pour y voir à travers les gouttes.
Arrivé à l'angle d'une petite rue, il entend un bruit qu'il connaît trop bien. Des pneus qui crissent, un cri. Son corps se fige. La scène se superpose. Un instant, avec une autre, celle de sa jeunesse, sur un passage piéton, avec son frère. Mais cette fois, il y a autre chose. Une petite silhouette au milieu de la chaussée, un sac à dos en forme de licorne, un parapluie renversé. La voiture qui arrive trop vite, les essuie-glaces qui battent. Il ne réfléchit pas, ses jambes se mettent à courir. Et, sa main attrape le sac à dos, tire la petite vers lui avec une brusquerie qui la fait tomber sur le trottoir. La voiture passe à 1 mètre, klaxonne, ralentit à peine, disparaît. Le cœur de Marc bat si fort qu'il a l'impression qu'il va sortir de sa poitrine. Ça va? La petite se redresse, en pleurs. Les couettes. Le sac licorne. Zoé. Mon parapluie, sanglote-t-elle. On s'en fiche du parapluie, répond Marc, encore haletant. Tu vas bien? Elle renifle. J'ai mal au genou. Elle montre sa jambe, un peu écorchée, sans gravité. Il regarde autour. Tu es toute seule? Maman est encore au café, dit-elle entre 2 hoquets. Je devais rentrer chez mamie, mais la pluie, j'ai laissé tomber le parapluie et une larme roule. Je suis désolé. Il sent quelque chose se briser en lui. Ce n'est pas toi qui dois être désolé, Zoé. Elle le fixe, surprise qu'il connaisse son prénom. On ne traverse pas comme ça, d'accord. On regarde bien des 2 côtés. On prend quelqu'un par la main. Il déteste entendre sa propre voix répéter ces phrases. Celles qu'il avait dites à son frère des années plus tôt. Il inspire profondément. Viens, on va retourner au café. Il lui tend la main. Elle la prend sans discuter. Ils traversent ensemble, cette fois au passage piéton, en regardant partout. Marc a la main un peu tremblante. Les images se mélangent dans sa tête. Zoé, aujourd'hui. Son frère, autrefois. La voiture, les phares. Un vertige le prend. « Ça va, monsieur ?» demande Zoé, soudain inquiète. « On dirait que tu es malade. » Il secoue la tête. « Ça va. J'ai juste des souvenirs qui remontent. » « C'est quoi, des souvenirs qui remontent ?»« C'est comme des bulles dans l'eau, » répond-il, surpris de se mettre à expliquer. « Des choses qui étaient au fond et qui remontent d'un coup à la surface. Ça fait peur, parfois. Mais ça ne dure pas, » ajoute-t-il, comme s'il essayait aussi de se rassurer lui-même. Devant le café, il pousse la porte. Camille tourne la tête. « Zoé ?» Elle blêmit. « Tu étais censée être chez mamie. » Elle se précipite. Sa fille court vers elle, se jette dans ses bras. « Maman, j'ai failli me faire écraser. » Camille blêmit davantage. « Quoi ?» Elle examine la petite, de la tête aux pieds. Qu'est-ce qui s'est passé? Zoé parle trop vite, mélange la pluie, le parapluie, la voiture, la main qui la tire. Camille lève les yeux vers Marc. « C'est vous? J'ai juste... » Il cherche ses mots. Elle était au milieu de la rue, la voiture n'allait pas s'arrêter. Je l'ai attrapée. Le temps qu'elle encaisse, Zoé ajoute, très fière. C'est le monsieur qui n'aime pas les enfants qui m'a sauvé. Silence. Camille tourne à nouveau son regard vers lui. Mais ce n'est plus la colère de la première fois qu'il y lit. C'est une peur rétrospective, une émotion brute. Merci, dit-elle simplement. Il hausse les épaules, mal à l'aise. J'étais là, c'est tout. Vous étiez là au bon moment, corrige-t-elle. Ce n'est pas, c'est tout. Zoé a déjà retrouvé de l'énergie. Tu as vu maman, mon genou. Je crois que je vais mourir. Ah oui, tu es foutu, répond Marc sans réfléchir, avant de se reprendre. Enfin, Camille le fusille du regard. On ne dit pas ce genre de choses, monsieur. Surtout pas à des enfants. Pardon, il se sent idiot. Venez là, tous les 2, dit-elle en les entraînant vers une table. Elle pose Zoé sur une chaise, file chercher une trousse de secours. Elle nettoie la petite plaie, colle un pansement avec un dessin d'animal. Voilà, tu ne vas pas mourir. Tu vas juste avoir besoin d'un bisou magique. Elle embrasse le genou. Voilà. Zoé sourit. Et tu vas dire merci au monsieur, ajoute-t-elle. Merci, répète Zoé. Tu es un héros. Marc se fige. Ce mot, il ne colle pas à l'image qu'il a de lui.
Un héros n'abandonne pas son petit frère sur un trottoir. Un héros ne fuit pas les anniversaires d'enfants, ne refuse pas d'être parrain, ne traverse pas la vie en esquivant toutes les occasions de s'attacher. Je ne suis pas un héros, corrige Théil. Si, insiste Zoé. Pour moi, elle plonge son regard dans le sien avec une sincérité désarmante. Camille les observe, un peu à distance. Elle voit quelque chose changer dans les traits de cet homme qu'elle avait classé dans la catégorie froid, riche et dangereux. Pour la première fois, elle perçoit une fêlure. « Je peux vous offrir un café ?» propose T.L. « C'est la moindre des choses. »« Ce n'est pas nécessaire, répond-il, sur la défensive. »« Ce n'est pas une question de nécessité, insiste T.L. C'est un merci. » Il finit par accepter. Zoé commente tout, la pluie, la voiture, la manière dont il a attrapé son sac. Et après, il m'a expliqué les bulles dans l'eau, ajoute T.L. mystérieusement. « Quelles bulles ?» demande Camille. « Les souvenirs qui font peur. » Elle se tourne vers Marc. « Vous avez des souvenirs qui font peur ?» Il hésite. « Comme tout le monde, » répond-il. « Sauf que les miens sont très têtus. » Elle ne pose pas plus de questions. Mais, dans sa tête, quelque chose s'ouvre. Un petit tiroir étiqueté. Peut être qu'il n'est pas exactement ce qu'il prétend être. Les jours suivants, Zoé ne cesse de parler de « Monsieur Marc, il m'a sauvé. Il est très fort. Il a des souvenirs bulles. Il n'aime pas les enfants. Mais moi, je crois qu'il m'aime bien. » Camille sourit, un peu gênée, quand elle l'entend dire ça à l'école. Elle essaye de garder les pieds sur terre. Cet homme reste un PDG, en passe de racheter l'immeuble. Mais elle ne peut pas nier. Il a sauvé sa fille. Et ça compte. Un après-midi, alors que le café est presque vide, la clochette tinte. Marc entre. Sans manteau, chemise retroussée, air un peu hésitant. « Bonjour. »« Bonjour, » répond Camille. « Zoé n'est pas là, si c'est ce que vous venez vérifier. »« Je sais. Je suis passé exprès pendant les heures d'école. » Elle fronce les sourcils. « Vous avez peur qu'un enfant vous saute dessus ? On ne sait jamais, » répond-il avec un sourire un peu ironique. « J'avais besoin de parler avec vous. » Elle se redresse. « À propos de quoi ? » ?»« De l'immeuble. » Elle sent son ventre se tordre. « Je vais être direct, » dit-il. « La vente est en bonne voie. » Elle s'assoit sans s'en rendre compte. « D'accord. Et votre café ?» Elle se prépare au pire. « Ne va pas sauter tout de suite. » Elle cligne des yeux. « Pardon ? » « J'ai insisté pour qu'on intègre votre présence dans le projet global, explique-t-il. On a d'autres options pour nos besoins professionnels. Je ne vous promets pas que rien ne changera dans 10 ans, mais pour les prochaines années, vous êtes tranquille. » Elle le fixe, incrédule. « Pourquoi ? » « Parce que ce café fait partie de la vie du quartier, » répond-il, « et que, pour une fois, j'ai décidé de ne pas regarder seulement le rendement au mètre carré. » « C'est généreux de votre part, » ironise T.L. Mais sa voix est plus douce qu'avant. Il sourit. « Ne me faites pas passer pour un saint, ce serait mentir. J'ai aussi compris que débarquer pour faire un showroom luxe ici, ce serait une catastrophe en communication. Donc vous faites ça pour votre image ? En partie, et en partie, parce que votre fille, » il s'interrompt, « parce que Zoé, » rectifie-t-elle. « Ce n'est pas ma fille. » Oui, Zoé. Zoé voit déjà ce lieu comme une extension de chez elle. Je ne veux pas être celui qui lui arrache ça. Camille le regarde, troublée par cette sincérité mêlée de lucidité. Merci, dit-elle enfin. Même si la raison n'est pas entièrement romantique, comme dans les films sont dangereux, répond-il. Ils font croire que tout est simple. La vie est plus compliquée. Il reste un moment silencieux. Je peux vous poser une question ? Demande Camille. Une seule. Pourquoi vous dites que vous détestez les enfants ? Il se fige. Ce n'est pas une question pour un premier café, ça. Ce n'est pas un café. C'est un lieu de vie, corrige-t-elle. Et moi, je suis quelqu'un qui passe sa vie avec des enfants. Alors quand j'entends quelqu'un le dire avec autant de conviction, elle le fixe. Je me demande ce qu'il y a derrière. Il hésite longtemps. Ses doigts jouent avec la anse de sa tasse. « J'avais un petit frère, » finit-il par dire.
Il ne regarde pas ses yeux. Il fixe un point sur le comptoir. 8 ans. On était sur un trottoir. Il a voulu traverser. J'ai dit d'attendre. Sa voix se casse un peu. Il n'a pas attendu. Je l'ai vu courir. La voiture n'a pas eu le temps de freiner. Camille sent un frisson lui parcourir le dos. J'avais 15 ans. Mes parents, ils se tait. Ils t'en ont voulu, devine-t-elle. Ils ont perdu un enfant, dit-il. Et ils avaient besoin d'un coupable. Je leur ai donné un visage. Il rit sans joie. Tu sais ce que tu te dis, après ça, que tu ne seras plus jamais responsable d'un enfant. Cette fois, c'est elle qui pose sa main sur le comptoir, près de la sienne. Pas dessus, pas encore. Juste à côté. Tu sais ce que moi, je me dis? Que tu te punis, depuis des années, pour quelque chose que tu ne pouvais pas contrôler. Un enfant de 8 ans qui traverse, ce n'est pas ton crime. C'est un accident tragique. Il garde le silence. Et dire que tu détestes les enfants, continue-t-elle avec douceur, ça te permet de les tenir loin. De ne plus jamais te retrouver dans la situation où quelqu'un compte sur toi et où quelque chose pourrait arriver. Ça te protège. Il laisse échapper un souffle. Tu passes tes journées avec des gamins. Toi, ça se voit. Tu parles comme une psy. Non, je parle comme une mère qui a peur tous les jours que sa fille tombe dans les escaliers, se cogne à un coin de table ou se perde dans un magasin, réplique-t-elle, et qui a décidé que la peur ne devait pas dicter toute sa vie. Leurs regards se croisent. Il y a là, tout à coup, une compréhension silencieuse, brute. Tu vas continuer à dire que tu détestes les enfants? Demande-t-elle. Il réfléchit. Peut être un peu moins souvent. Sauf quand il crie très fort, ajoute-t-il. Ça, je ne promets rien. Elle éclate de rire. On va commencer par ça. Et par le fait que pour Zoé, tu es déjà un héros, tu le veuilles ou non. Le mot le heurte encore, mais il ne l'écarte plus tout à fait. Un héros, ça ne veut pas forcément dire tout réussir. Parfois, ça veut juste dire être là au bon moment. Les mois suivants, une drôle de routine s'installe. Marc passe régulièrement devant le café. Parfois, il entre, juste pour un expresso. Parfois, il tombe sur Zoé, qui l'accueille avec un « Tu viens jouer ?»« Je viens travailler », répond-il toujours. Mais il finit souvent par se retrouver avec un crayon à la main, à colorier maladroitement un dinosaure ou à écouter un morceau d'histoire raconté par Camille. Les autres parents le regardent avec curiosité. « C'est qui ? Un client ?» répond Camille. « Ou un ami, selon le jour. » Un soir, alors que le café est presque vide, Zoé s'installe à côté de lui avec un livre. « Tu peux lire ? Je ne suis pas très fort en histoire, » prévient-il. « Tu es fort en sauvetage, alors ça va, » tranche-t-elle. Il sourit, malgré lui. Il lit, bute sur quelques phrases, retrouve une sensation qu'il avait oubliée, la voix qui se pose, le temps qui ralentit. Camille les regarde de loin, son cœur se serre et se détend à la fois. Elle se surprend à imaginer ce que ça ferait, d'avoir un homme comme ça, dans leur vie, pas seulement comme visiteur occasionnel. Puis elle se rabroue. Doucement, se dit-elle, c'est un PDG, un homme occupé, compliqué, blessé. Toi, tu as une petite fille, un café, un compte en banque qui tremble. Tu ne peux pas te permettre de rêver. Et pourtant, elle rêve un peu. Du côté de Lenoir Event, tout n'est pas si simple. Le comité d'investissement ne voit pas d'un bon œil certaines décisions de Marc. Pourquoi avoir laissé cette surface commerciale ? Demande un associé. On pourrait facilement en tirer un loyer plus élevé avec une enseigne nationale, ou l'intégrer à notre concept. Marc reste ferme. Ce café fait partie de l'identité du lieu. Les marques seront ravies d'avoir un environnement authentique, de quartier, pour leurs events. C'est une valeur ajoutée. Ils parlent en langage business. Mais à l'intérieur, ce n'est pas de marketing qu'il s'agit. Il s'agit d'une promesse silencieuse faite à une petite fille au sac licorne. Un soir, après une réunion tendue, son associé le rattrape. « Marc, tu sais que je t'apprécie, » commence-t-il. « Mais je te trouve différent ces derniers temps. » Différent comment ? Plus. Impliqué émotionnellement. Marc rit,
un peu amer. C'est mal? Dans notre métier, ça peut l'être, répond l'autre. On ne peut pas se laisser guider par, il cherche le mot, par des attachements locaux. Marc serre la mâchoire. On en reparlera. Mais il sait qu'à force de se rapprocher du café, de Camille, de Zoé, il prend des risques, professionnels et personnels. La tempête arrive un jeudi, pas dans le ciel. Dans les boîtes mail, un cabinet de conseil, mandaté par les investisseurs, leur envoie un rapport, optimisation des actifs immobiliers, site rue Sébastien Griffe, Marc lit, les sourcils froncés. Une phrase lui glace le sang. Recommandation, reprise du bail du commerce, les petits explorateurs à échéance, et remplacement par une enseigne nationale à fort rendement, type franchise de restauration rapide familiale. Plus loin, à défaut, augmentation progressive du loyer sur 3 ans pour alignement sur les prix du marché. Il sent la colère monter. Qu'est-ce que c'est que ça? Lâcheté-il. Son associé hausse les épaules. Une analyse objective. On a des actifs, on doit les faire travailler. La pauvreté n'est pas un concept marketing. Pourtant tu en parles comme d'une variable, réagit Marc. C'est un commerce de quartier qui fait vivre une mère célibataire et qui accueille des enfants. On ne va pas leur coller un fast-food à la place sous prétexte que le rendement brut au mètre carré est meilleur. Ce sera à la prochaine échéance. On n'a qu'à dire qu'on ne renouvelle pas, insiste l'associé. D'ici là, ils auront amorti leurs travaux. Marc a un rire sans joie. Est-ce que tu t'entends parler? On n'est pas une association, Marc. On doit des comptes. J'assume, répond-il. Et moi, j'assume de dire non. Tant que je serai majoritaire, on ne les touche pas. Son associé serre les lèvres. Très bien. Mais si un jour, tu n'as plus la majorité, le sous-entendu plane. Marc sait que certains fonds aimeraient augmenter leur participation, qu'il y a des discussions en coulisses. Il n'a pas envie de les affronter ce soir. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le rapport du cabinet ne reste pas aussi confidentiel qu'il le devrait. Une version se retrouve imprimée, oubliée dans une salle de réunion partagée où une employée, qui a un enfant aux petits explorateurs, tombe dessus. Le soir même, une copie arrive entre les mains de Camille. Elle lit. Lentement. La colère, la peur, la blessure se mélangent. Augmentation progressive du loyer. Non-renouvellement recommandé. Remplacement par une enseigne nationale. Elle lit la mention « Linoir Event » dans l'entête. Et c'est comme si tout ce qu'elle craignait se confirmait. « Je me suis fait avoir », murmure-t-elle. Zoé joue dans un coin, inconsciente de la tempête qui se lève. « C'est qui, maman, que tu veux frapper ?»« Personne, ma chérie, » répond-elle. « Personne pour l'instant. » Elle attrape son manteau. « Je reviens. Tu restes ici avec Marie. D'accord ?» Ajoute-t-elle en confiant Zoé à une stagiaire. « Je dois aller demander des explications. » Marc rentre tard ce soir-là. Il n'a pas la tête à cuisiner. Il pense à envoyer un message à Camille à propos d'un partenariat possible pour un événement enfant, famille, qu'on lui a proposé. Il ne le fait pas. Il se contente de passer devant le café, machinalement. La lumière est encore allumée. La clochette teinte quand il pousse la porte. Camille est là, debout au milieu de la salle, un papier à la main, le visage fermé. « Bonsoir », dit-il. « J'espérais que vous viendriez. » Il se fige. Son ton n'annonce rien de bon. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle lui tend le rapport. « C'est quoi, ça ?» Il lit le titre. « Pâli. »« Où tu as trouvé ça ?»« Au centre social, » répond-elle. « Une maman qui travaille dans un de vos bâtiments me l'a fait passer. » Elle s'inquiétait pour son job. Moi, je m'inquiète pour mon café. Elle le fixe, les yeux brillants. Tu me disais qu'on était tranquille, qu'on faisait partie du projet. Et pendant ce temps-là, tes gens réfléchissent déjà à la meilleure façon de nous mettre dehors. Ce n'est pas ce que tu crois, commence-t-il. C'est exactement ce que je crois, coupe-t-elle. Reprise de bail. Alignement sur les prix du marché. Enseigne à fort rendement. Tu veux la traduction? Se débarrasser du petit café pour mettre quelque chose qui rapporte plus. C'est ça,
La vérité. Il sent la rage monter. Ce rapport a été commandé par nos investisseurs, explique T-il. Je ne l'ai pas validé. Et tu n'as pas dit « non non plus, je parie ». Si. Elle se tait, surprise. Ce plan, je l'ai refusé, insiste T-il. Tu peux vérifier. Pas dans ce papier, mais dans les comptes rendus de réunion. Tu crois que j'ai le temps d'aller fouiller dans vos comptes rendus? Explose T-elle. Pendant ce temps, je fais tourner ce café, j'élève ma fille, je gère des factures, des stocks, des ateliers. Zoé s'est approchée sans bruit. Maman, tu nous as fait des belles phrases, continue Camille sans la voir. Le café fait partie de l'identité du lieu. On ne va pas vous arracher ça. Je ne veux pas être celui qui la prive de ce lieu. Tu sais quoi? Tout ça, c'était du vent. Juste ce qu'il faut pour que je reste calme pendant que vous faites vos plans. Zoé tire sur sa manche. Maman, tu cries. Camille se retourne, se rend compte de sa présence. Va dans l'arrière-salle, ma puce. C'est une conversation d'adulte. Mais c'est mon héros, proteste Zoé en désignant Marc. Plus maintenant, lâche Camille. Le silence tombe. Ce sont 3 mots, mais il tranche. Marc se sent blêmir. Je ne t'ai pas menti, Nora, tente-t-il. Il se reprend. Pardon, Camille. Je ne t'ai pas menti, Camille. Ce que je t'ai dit était vrai. Et ça, c'est quoi alors? Elle agite le rapport. Une intention que j'ai stoppée, répète-t-il. Mais je ne peux pas passer ma vie à t'apporter toutes les preuves de ce que j'empêche de se produire. Tu pouvais au moins m'en parler, réplique-t-elle. Me dire, il y a des gens qui veulent votre peau, je me bats contre eux. Là, j'aurais su. J'aurais pu décider si je voulais continuer à te faire confiance ou pas. Elle respire fort. Tu as pris la décision à ma place, comme tous les autres, avant toi. Ceux qui ont licencié mon père sans lui expliquer, ceux qui ont fermé des lieux sans prévenir, ceux qui ont décidé que les petits n'avaient pas leur mot à dire. Zoé pleure doucement dans l'arrière-salle. Marc la voit, recroquevillée près des livres. Son cœur se serre. Zoé. Non. Camille s'interpose. Tu ne vas pas la consoler avec des phrases bien tournées. Tu ne peux pas être le héros d'un jour qui sauve sa vie et le type qui lui enlève son café le lendemain. Je ne suis pas ce type-là, répète-t-il. Prouve-le, alors. Lâche tait-elle. Pas à coup de discours, avec des actes. Elle ouvre la porte. Pour l'instant, je préfère que tu ne reviennes plus, ni pour un café, ni pour une histoire, ni pour rien. Il la fixe comme assommée. Tu me vires, je te tiens à distance. Corrige-t-elle. Tant que je ne sais pas qui tu es vraiment. Elle referme la porte derrière lui. Dehors, la pluie commence à tomber. Il reste un long moment sur le trottoir. Il sait qu'il a perdu quelque chose d'essentiel. Pas seulement un lieu agréable où boire un café. Pas seulement l'admiration un peu naïve d'une petite fille. Il a perdu la confiance de quelqu'un qui avait commencé à voir derrière sa carapace. Et ça fait plus mal que toutes les négociations ratées de sa vie. Les jours qui suivent sont lourds. Marc ne passe plus devant le café. Ou, s'il le fait, il détourne le regard. Il s'enterre dans le travail, présentation, planning, devis. Son assistante, un matin, se risque à lui dire « Vous avez l'air plus tendu que d'habitude. » « Tout va bien, répond-il. Mensonge. Il dort mal. Rêve encore plus de son frère, de voitures, de cris. Et maintenant, un nouveau visage se glisse dans ses cauchemars, celui de Zoé, qui dit « Ce n'est plus mon héros ». Un soir, il confronte son associé. Qui t'a autorisé à faire circuler ce rapport? Il était interne, se défend l'autre. S'il s'est retrouvé dehors, c'est que quelqu'un a été négligent. Ce n'est pas mon problème, répond l'associé. Ce qui m'inquiète, c'est que tu commences à gérer cette boîte avec ton cœur plutôt qu'avec ta tête. Marc le fixe. Tu sais quoi? Pour une fois, ce n'est pas une insulte. On va fixer les choses clairement. Il pose un autre dossier sur la table. J'ai demandé un audit sur ta proposition de céder une partie de mes parts. Je retire tout. Les Noirs Event restent sous mon contrôle majoritaire. Tant que je serai là, on ne virera pas des gens utiles à la communauté pour mettre une enseigne de nuggets. On a besoin de croissance, insiste l'autre.
Non, on a besoin de sens. Sans croissance, pas de sens, rétorque T. Ton café ne sauvera pas le monde. Peut être pas, concède Marc. Mais il abrite quelques enfants. Et pour moi, en ce moment, ça compte plus que ta marge. Il voit bien que son associé ne comprend pas, qu'une distance se creuse. Tant pis. Il a passé trop d'années à ne vivre que pour les tableaux et les lignes de bilan. Pendant ce temps-là, au café, Camille s'épuise. Les factures s'accumulent, l'activité démarre, mais lentement. Elle a perdu l'envie de parler de Marc, de Lenoir et Vente, de tout ça. Zoé, elle, n'a pas perdu l'envie de parler de Marc. Il va revenir? Je ne sais pas, répond Camille. Tu es fâché contre lui? Un peu. Beaucoup, corrige Zoé. Tu cries quand tu dis son nom. Camille se mord la lèvre. Tu sais, mon cœur. Les adultes se disputent parfois, même quand ils tiennent l'un à l'autre. Zoé penche la tête. Tu tiens à lui? C'est compliqué, dit Camille. Comme les devoirs de mathématiques de CE2, conclut Zoé. Exactement. Un samedi après-midi, le café accueille un atelier marionnettes. Les enfants manipulent des marionnettes en papier, inventent des histoires. Zoé a fabriqué un personnage avec une cravate. C'est qui? Demande Camille. C'est le monsieur sérieux qui sauve les enfants, mais qui ne sait pas comment on joue, explique Zoé. Mais à la fin, il apprend. Camille sent sa gorge se serrer. Les enfants ont une manière cruelle et tendre à la fois de résumer les adultes. La bascule arrive un jour d'alerte météo. Le vent souffle fort sur Lyon. Météo France a annoncé des rafales, des averses, des risques d'arbres qui tombent. Malgré cela, une grande manifestation traverse le quartier. Enseignants, parents, enfants, tous rassemblés pour protester contre une réforme scolaire. Camille hésite à y aller. C'est important, dit sa collègue du centre social. Si on ne montre pas qu'on est là, ils feront ce qu'ils veulent. Et le café? Je le fermerai pour l'après-midi. Zoé vient avec nous, propose la collègue. Camille n'aime pas trop l'idée. Les foules, les cris, ça l'angoisse. Mais Zoé insiste. Je veux faire des pancartes. Pas touche à mon école. Elles finissent par y aller toutes les deux, avec quelques parents du quartier. La manifestation avance bruyamment. Sous la pluie, les banderoles se gondolent. Les enfants sont au milieu, un peu surexcités. Marc, lui, est en réunion plus loin. Son téléphone vibre. Une alerte info locale mentionne la manifestation. Il lit distraitement, jusqu'à ce que deux mots accrochent son regard. Guillotière et école du secteur. Il pense à Zoé, à Camille. Une inquiétude inexplicable le traverse. On peut faire une pause? Demande-t-il soudain. J'ai besoin d'appeler quelqu'un. Il sort de la salle, compose le numéro du café. Ça ne répond pas. Il essaie celui de Camille. Messagerie. La boule dans son ventre grossit. Tu deviens parano, se dit-il. Ce n'est qu'une manif sous la pluie. Mais son corps, lui, se souvient de ce que c'est. Une situation qui dégénère en une seconde. Sans trop réfléchir, il prend sa veste. Désolé, j'ai un empêchement. On reprend demain. Ses associés le regardent, stupéfaits. Marc, on devait terminer. Faites sans moi. Il descend, prend sa voiture. Direction, Guillotière. Sur place, c'est le chaos organisé habituel d'une manifestation. Des banderoles, des slogans, des poussettes, des vélos. Le vent redouble, la pluie fouette les visages. Marc cherche, marche le long du cortège, scrute les pancartes. Au bout d'un instant, il l'aperçoit. Zoé. Une pancarte presque plus grande qu'elle à la main, la capuche mal attachée. Camille est juste derrière, occupée à parler à une autre mère. Un coup de vent fait chanceler une barrière métallique mal fixée sur le trottoir. Une bourrasque plus forte que les autres. La barrière se met à tomber, juste vers Zoé. « Zoé !» crie Camille. Mais Marc est plus près. Le temps se dilate. Il court, pousse la barrière d'une main, attrape Zoé de l'autre, la tire en arrière. La barrière s'écrase près d'eux avec un fracas métallique. Un enfant pousse un cri. Les gens se retournent. La confusion augmente. Zoé tremble.
se raccroche à lui. « J'ai eu peur, dit-elle. « Moi aussi, répond-il, haletant. « Tu es encore là ?» Visiblement. Camille arrive, le visage défait. « Zoé !» Elle serre sa fille contre elle. « Tu n'as rien ? J'ai failli tomber, explique la petite. Mais mon héros m'a encore sauvé. » Elle désigne Marc. Camille se tourne vers lui. Leur dernier face-à-face, c'était des reproches et une porte qui claque. Là, il y a juste de la gratitude brute qui déborde de ses yeux. « Merci ». Le mot est le même que la première fois. Mais il a un poids différent maintenant. On dirait que c'est devenu une habitude. Plaisante Théil, un peu sonnée. Je vais finir par demander une carte de fidélité. Elle rit nerveusement, puis se tait. Tu vas bien ? Demande Théil. Il hausse les épaules. Mes souvenirs bulles ont fait un salto arrière, mais ça va. Elle se souvient de cette expression. Tu n'étais pas obligé de venir ici, dit-elle. Qu'est-ce que tu fais là d'ailleurs ? Il hésite, puis choisit la vérité. J'ai lu qu'il y avait une manif ici. J'ai pensé à toi, à Zoé. Je n'avais pas de nouvelles. Il inspire. J'avais peur. Le reconnaître, c'est une petite révolution en lui. On va rentrer, conclut-elle en regardant le ciel. Ça devient dangereux. Elle prend la main de Zoé. Tu veux venir ? Demande-t-elle à Marc, après un temps. Où ça ? Au café, pour parler. Il cherche dans ses yeux un piège, un reproche. Il n'y voit que de la fatigue et quelque chose comme une brèche. D'accord. Le café est fermé au public cet après-midi-là. Camille pose sa pancarte contre un mur et suit la table. Zoé a déjà retrouvé un sourire, une tasse de chocolat chaud entre les mains. Marc s'assoit, sans savoir où commencer. C'est elle qui parle la première. « J'ai lu le compte-rendu de votre réunion, » dit-elle en sortant un papier de son sac. « Comment tu as… » La même maman qui m'a donné le rapport m'a apporté ça. Elle en avait marre qu'on accable sa boîte sans toutes les infos. Elle lui montre des lignes où il est écrit noir sur blanc. Monsieur Lenoir émet une opposition ferme à la reprise du bail du commerce Les Petits Explorateurs et à l'augmentation du loyer. Insiste sur la dimension ancrage local et social. Elle le regarde. « Tu t'es battu. »« Un peu, » répond-il. « Beaucoup, » corrige-t-elle. « Tu as risqué de te fâcher avec des gens qui ont de l'argent, pour un petit café qui ne paie même pas toujours toutes ses factures à l'heure. » Il sourit tristement. « Je crois que j'avais besoin de faire quelque chose qui rattrape un peu toutes les fois où je n'ai rien pu faire, » confie-t-il. « Tu ne rattraperas jamais tout, lâche-t-elle. Je sais, mais tu peux commencer quelque chose de différent. » Ils se regardent. Zoé joue avec sa tasse, écoute à moitié. « Je suis désolé, » dit enfin Camille. « Pour l'autre soir, ce n'est plus mon héros. C'était cruel, mais honnête, commente-t-il. On dit souvent des choses très honnêtes quand on est blessé, ajoute-t-elle, et on le regrette après. Elle inspire profondément. Je me suis senti trahi, pas seulement par toi, rectifie-t-elle, par tout ce que tu représentes. Les types qui ont le pouvoir de décider si on reste ou si on fait nos cartons. Ceux qui ont fait du mal à mon père. Ceux qui ont disparu après avoir promis de s'occuper de moi et de Zoé. Il comprend. Tu m'as mis dans le même sac que tous les autres, conclut-il. Oui, et tu avais besoin qu'il reste bien fermé. C'est plus facile, dit-elle, de détester, plutôt que de s'attacher. Je confirme, murmure-t-il. Je suis spécialiste. Il rit indoucement. Zoé s'approche, les observe. Vous êtes encore fâchés ? Demande-t-elle. Un peu moins, répond Camille. Vous allez redevenir amis ? On essaye, dit Marc. Et toi, tu es d'accord ? Zoé réfléchit, très sérieuse. D'accord, mais il faut une condition. Laquelle ? Tu arrêtes de dire que tu n'aimes pas les enfants, déclare-t-elle à Marc. Parce que ce n'est pas vrai. Il ouvre la bouche pour protester. Elle le devance. Tu m'as sauvé 2 fois. Tu lis les histoires presque sans te tromper. Tu fais semblant d'être grognon, mais en vrai, tu rigoles quand tu crois que personne ne te voit. Elle lève les mains. C'est les symptômes de quelqu'un qui aime les enfants. Camille éclate de rire. Voilà, docteur Zoé a posé son diagnostic. Il secoue la tête.
D'accord, concède-t-il. Je vais essayer d'arrêter de le dire. Et tu vas commencer à dire quoi? Insiste Zoé. Il réfléchit. Que les enfants me font peur, peut être. Mais que certains, il la regarde. Certains arrivent à passer au-dessus de cette peur. Zoé sourit, satisfaite. C'est bien. Elle repart vers ses crayons. Camille le fixe. Tu sais que, pour elle, tu es vraiment un héros. Même quand je fais n'importe quoi? Les héros, ce ne sont pas ceux qui ne font jamais d'erreur, répond-elle. Ce sont ceux qui se relèvent et qui reviennent, qui s'excusent, qui se battent. Il inspire. Est-ce que je peux? Il hésite. Est-ce que je peux essayer d'être quelque chose? Pour toi aussi? Elle arque un sourcil. Quelque chose comment? Pas un sauveur, précise-t-il. Je ne veux pas être le type qui arrive avec son argent pour tout régler. De toute façon, tu ne pourrais pas, sourit-elle. Il y a des choses que même les PDG ne peuvent pas réparer. Je sais. Mais je pourrais, il cherche, être là, pour toi, pour Zoé, pour ce café. Et, ses yeux se plantent dans les siens, parce que je t'aime. Les mots sont tombés, simplement, sans discours. Camille reste un instant immobile. Tu, quoi? Je t'aime, répète-t-il. Je ne sais pas quand ça a commencé. Peut être avec les gommettes sur ton mur. Peut être quand tu as démonté mes slides en disant que les enfants n'étaient pas des mètres carrés. Peut être quand je t'ai vu panique pour Zoé et respirer quand même avec elle. Il sourit, un peu tremblant. En tout cas, maintenant, c'est là. Et je ne sais pas faire semblant que ça n'existe pas. Elle le regarde, longtemps. Elle pense à tout ce qu'elle a construit seule, à tout ce qu'elle a peur de perdre si elle laisse quelqu'un entrer. Je n'ai pas besoin d'un héros, Marc, murmure-t-elle. J'ai besoin d'un partenaire, de quelqu'un qui respecte mon travail, mes peurs, mes combats, ma fille. Je ne te demande pas d'être son père. Elle en a un, quelque part à Berlin, qui n'a pas encore compris ce que ça veut dire. Je te demande d'être, elle cherche, cohérent, présent, honnête. Il hoche la tête. Je peux essayer. Je ne promets pas d'être un héros tous les jours. Les héros, c'est fatigant. Sois juste Marc, conclut-elle. Ça suffira. Elle respire. Et pour répondre à ta question, elle a un léger sourire. Moi aussi, je ressens quelque chose. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas rassurant. Mais c'est là. Zoé revient à la charge. Vous parlez encore trop, les grands. Vous pouvez vous faire un câlin maintenant. Ou un bisou, propose-t-elle, sans filtre. Zoé, s'exclame Camille. Quoi? C'est comme dans les histoires. Marc rit, nerveux. On va commencer par un câlin. C'est déjà une révolution, répond Camille. Elle s'approche de lui. Ses bras passent autour de lui. C'est maladroit, un peu raide au début, puis ses épaules se détendent. Il ferme les yeux. Il sent, pour la première fois depuis longtemps, un endroit en lui qui s'apaise vraiment. Pas grâce à un contrat signé, pas grâce à un compte qui se remplit, mais grâce à la chaleur de deux bras, le bruit d'un café où traînent des crayons et des miettes de gâteau, et une petite voix qui chantonne au fond. Les mois passent. Le café tient bon. Les ateliers se remplissent. Marc aide, parfois, pas avec des chèques, mais avec des compétences. Il crée un site internet au café, organise un petit événement de quartier, fait venir des partenaires pour sponsoriser quelques ateliers pour les familles les plus précaires. Le Noir Event, de son côté, intègre officiellement le café dans son projet. Lieu de vie partenaire. Ça fait bien sur les plaquettes. Mais pour une fois, ce n'est pas qu'une formule. Les soirs, il arrive qu'on voit, à travers la vitre, une scène qui n'aurait jamais pu exister quelques mois plus tôt, Marc en chemise, assis par terre sur un tapis, entouré d'enfants, un livre dans les mains, Zoé calée contre lui, Camille qui regarde, adossée au comptoir, un sourire doux aux lèvres. Parfois, il trébuche encore sur les histoires. Parfois, le bruit l'agace. Parfois, il sent ses peurs remonter. Alors, il sort prendre l'air, respire et revient. Un jour, Zoé lui tend un dessin. On y voit un homme en costume, avec une cape, entouré d'enfants qui rient.
Au-dessus, en lettres maladroites, Marc, mon héros qui n'aime plus dire qu'il déteste les enfants. Il garde le dessin dans son bureau, dans une chemise à part. Quand les tableaux Excel lui donnent la nausée, quand les investisseurs parlent trop fort, quand il doute de ce qu'il fait, il l'ouvre et se rappelle qu'il y a quelques années, il a laissé un enfant lui échapper, qu'il a porté cette culpabilité comme un poids de plomb, et que, depuis, il a sauvé au moins une petite fille de la rue, d'une barrière tombée, et peut être aussi d'un monde où les gens comme lui ne voient pas les enfants qui jouent dans les rez-de-chaussée des immeubles qu'il rachète. Il n'est pas devenu un saint. Il n'a pas effacé le passé. Mais, à sa façon, il est devenu un héros. Pas celui des journaux. Celui d'une petite fille qui l'a adopté malgré lui, d'une femme qui a accepté de lui pardonner, et d'un petit café qui, chaque jour, lui rappelle que la vie ne se résume pas à des chiffres. Et ça, pour quelqu'un qui disait haut et fort « Je déteste les enfants », c'est déjà une sacrée victoire.